bonjour à tous. En tout cas, on espère que vous avez passé un très bon week-end, que cette semaine sera tout aussi belle. En tout cas, on va parler, nous, d'un sujet qui peut-être pas très, je dirais, affriolant, mais on va parler quand même d'alcoolisme ce soir. Et pour ce faire, nous, on va recevoir Jacqueline Laurette, donc élue au CCAS de la Possession, et également Sandrine, Denise Cadet, et donc monitrice donc, au sein même du CCAS. Bonsoir à vous deux. Bonsoir. Alors, je disais, ce thème de notre émission, c'est parce qu'il y a eu d'abord, ce vendredi dernier, il y a eu à la mairie de la Possession un débat pour voir quelles actions les communes peuvent mener dans la lutte contre l'alcoolisme. On parlait de sport là, de l'alcoolisme. Euh, Qu'est-ce que, qu'est-ce que, qu'est-ce qui en est sorti d'abord de cette rencontre? En fait, c'était la deuxième rencontre, hein. Hmm. Donc, c'était une rencontre en fait entre professionnels médico-sociaux, tissus associatifs et la ville de la Possession et son CCAS. Donc, on a travaillé sur trois volets. Le volet prévention, le volet accompagnement et le volet réglementation. Cette seconde réunion, en fait, c'était une réunion où chaque partenaire a fait des propositions. C'était un petit peu un brainstorming, hein, quelque part. On a noté et malheureusement, les gens étaient tellement passionnés que la réunion a duré plus longtemps que prévu. On n'a pas eu le temps de faire un retour. Le retour, ça sera à la prochaine session, la troisième session qui est prévue dans quelques semaines. Mais bon, il y a déjà des pistes de réflexion qui se dégagent. Par rapport à ce qui s'est dit dans ce débat, dans cette rencontre, Agnès Cadet, Oui. en tant que, j'allais dire, professionnel de terrain, est-ce que l'amorce pour avoir je dirais, quelques pistes ou quelques outils plutôt, est-ce que c'est en bonne voie déjà dans ces genres de rencontres? Oui, bien sûr, c'est en bonne voie, mais on voudrait, en fait, nous, ce qu'on voulait là, c'est que chaque commune réfléchisse sur un travail en commun, parce que on est, depuis 9 ans maintenant que je suis au CCS, on était jusque-là le seul CCS à proposer cet accompagnement aux personnes avec une difficulté alcool. Et donc, on voudrait qu'on arrive à être plus à même à accompagner ce public avec cette maladie. Oui, on a des solutions. Enfin, il y aurait des solutions. Il y aurait encore à travailler. Il y a beaucoup de choses encore à faire sur le terrain. Quand on parle d'accompagnement, c'est quoi accompagner quelqu'un qui souffre d'une addiction à Voilà. l'alcool? Alors, l'accompagnement, c'est l'accompagnement déjà physique. Accompagnement physique vers le soin. Parce que quand une personne a cette maladie, il ne suffit pas de lui dire, il y a un médecin, il faut prendre rendez-vous. Il va dire oui et il ira pas. Parce qu'il a besoin d'être accompagnement, et il a besoin d'être accompagné, mais physiquement, on va dire, entre guillemets, le prendre par la main, parce qu'il a besoin d'avoir quelqu'un qui l'accompagne, en qui il a confiance. Parce que c'est tellement compliqué, cette maladie, qu'il n'ira pas toute seule. Mm. C'est trop compliqué pour lui d'aller vers le soin. Et nous, on propose cet accompagnement-là. Je veux dire, le champ de cet accompagnement est important pour la personne. Et là, quand on parle d'accompagnement, bon, aujourd'hui, il n'y a plus les petites boutiques d'avant. Il y en a encore. Il y en a encore. Je Il y suis. en a encore. Bon, il n'y en a pas autant. Il y en a Voilà, plus il y en a moins. autant. Il y Il en y a en a moins. plus Ouais. autant. On retrouvait ces gens affalés à côté des buvettes, à force de prendre de l'alcool. Aujourd'hui, il y en a moins. On trouve un peu moins de gens également sur les trottoirs, je dirais. Mais malgré tout, est-ce que ça veut dire qu'ils sont mieux cachés, qu'on les voit moins, ou est-ce qu'il y en a plus qu'avant de gens aujourd'hui addicts à l'alcool? Ben, moi, je ne sais pas s'il y en a plus qu'avant, mais en tout cas, je pense qu'il y en a encore beaucoup. Il y en a Mm. Hmm. encore trop. Et même chez les jeunes, il y en a, De plus en plus? enfin, il y a une consommation, en tout cas, à risque. Ouais. Il y a un mode de consommation à risque, en tout cas, qu'il faut prévenir, qu'il D'accord. faut faire de la prévention. Oui, j'avais envie d'ajouter, hein, par rapport à ce que dit Annie, c'est qu'on est quand même deuxième département français au niveau de la consommation alcool. Donc, il n'y a pas eu de baisse. Au contraire, l'âge de la première consommation est de plus en plus jeune, hein. Maintenant, il n'est pas rare de voir des jeunes de 11, 12 ans consommer de l'alcool. D'accord. Alors, quelles sont les conséquences de l'alcoolisme? J'ai posé cette question à Oui. Vanessa Biranville
pendant cette rencontre. Quelles sont les conséquences pour la mairie de voir des gens addicts à l'alcool? Voilà ce que nous a répondu Vanessa Miranville donc, sur les conséquences. Déjà, c'est des personnes qui vont avoir éventuellement des comportements violents avec leur famille. Donc nous, on le voit parce que je rencontre le capitaine de gendarmerie tous les mois. Il y a ces faits-là et ils restent récurrents. On va avoir ensuite des conséquences sur la scolarité des enfants qui vont avoir des difficultés d'apprentissage parce qu'ils ne sont pas dans un milieu rassurant, apaisant pour pouvoir bien apprendre à l'école. On va avoir des conséquences aussi sur le côté professionnel. Quelqu'un qui est alcoolique ne peut pas trouver un emploi stable et durable. Voilà, donc c'est quelques pistes, mais déjà très concrètes. Problème de santé, évidemment, qui est moins notre ressort municipal, mais qu'on sent bien et qu'on rencontre malgré tout, et sur lequel on essaye de travailler. Donc voilà, tous ces problèmes-là sont liés au problème de l'alcool. Et pour la jeunesse? Pour la jeunesse, c'est bien sûr difficulté à nouveau au niveau des apprentissages et donc de l'insertion professionnelle. C'est des risques même dans leur conduite qui peuvent conduire à la mort. Je veux dire, tous ces jeunes qui malheureusement conduisent, notamment le week-end, en ayant trop bu ou en étant dans la voiture d'un camarade qui a trop bu. On voit bien les dégâts que ça fait, le traumatisme ensuite pour tous ceux qui sont touchés. Voilà, donc évidemment, la cible des jeunes est encore plus sensible parce que c'est celle sur laquelle on a un pouvoir d'action plus fort, parce qu'ils sont encore capables de changer de comportement, mais aussi ceux qui mettent leur vie énormément en danger et sur lesquels il faut vraiment qu'on arrive à leur faire comprendre et à leur faire passer les bons messages. Alors là, on a entendu tout ce qu'a dit Vanessa Miranville donc sur les conséquences. Ces conséquences-là, vous, au CCAS, vous les voyez tous les jours? Vous les voyez trop souvent? On les voit beaucoup trop souvent. Des gens, déjà, on peut parler de l'alcoolisation fœtale. C'est une catastrophe. Alors, juste pour rappeler que c'est donc Anne-Marie Payette, lorsqu'elle a été sénatrice, qui a donc mis en place le SAF, le syndrome d'alcoolisme fœtal. Donc, c'est une décision pour mettre sur les bouteilles donc un petit logo pour dire que l'alcool peut, bien sûr, pour les femmes enceintes surtout c'était pour les femmes enceintes, que l'alcool peut donc mettre en danger la vie de l'enfant. Et ça, j'allais dire, malheureusement, ça n'a pas vraiment été un électrochoc. Un électrochoc, je pense que déjà, je ne sais pas si vous avez vu l'étiquette, elle devient de plus en plus petite sur les bouteilles. Je pense quand même qu'il y a eu une prise de conscience, oui, une prise de conscience. Mais vous savez, quand on est malade alcoolique, les prises de conscience sont éphémères. Il faut vraiment un travail de tous les jours dans l'accompagnement. Et aussi un travail au niveau de la prévention qui est encore difficile à mettre en œuvre. Au CCAS, c'est vrai qu'on accompagne. On essaye de mettre en place des actions de prévention, mais c'est compliqué. Là, on a besoin vraiment de toutes les énergies, de toutes les mobilisations, de toute la volonté des élus des autres communes pour mettre en place ces actions de prévention. Là, je vais revenir sur les gens qui, eux, souffrent vraiment de cette pathologie. Là, quand on disait tout à l'heure, on parlait de syndrome d'alcoolisme fœtal. Anis Cadet, comment vous allez vers ces personnes qui souffrent et à quel moment vous y allez? Est-ce que c'est le matin lorsqu'ils ont encore un peu de sobriété, ou est-ce que vous y allez l'après-midi, ou est-ce qu'ils sont assommés par la dose d'alcool ingurgitée? Comment se fait l'échange, la communication? Je veux dire, moi, j'y vais quand ils sont, enfin, de toute façon, à tout moment, et surtout quand ils me demandent, parce qu'ils viennent vers moi, en fait, parce que ça fait longtemps que je les connais. Et puis, je travaille en partenariat et je travaille pas toute seule aussi. Il faut dire que j'ai un grand panel de partenaires avec qui je travaille. Il y a les médecins, il y a l'équipe de Gabriel Martin, il y a Saoumé, il y a le GUT. On travaille en partenariat avec ce public qui est en grande souffrance. Et les gens, ils ont
quand ils m'appellent, c'est parce qu'ils ont besoin d'en parler. Des fois, ils ne sont pas alcoolisés, mais des fois, ils sont alcoolisés. Et il faut aussi être capable de les entendre, même s'ils sont alcoolisés. Même si ce jour-là, ils sont alcoolisés, c'est pas grave, on va les écouter. Même si c'est après 4 heures, c'est pas grave, il faut les écouter parce que c'est à ce moment-là qu'ils ont besoin d'être entendus. Écouter, entendu, déjà, c'est deux choses Oui, qui ne sont pas, je veux dire, qui se ressemblent pas vraiment. Mais il y a une chose qui est vraie aussi, lorsque ils sont dans ils tombent dans cette maladie, c'est qu'il y a un élément déclencheur. Il y a eu quelque chose qui fait que, est-ce que vous arrivez à remonter à ce moment où ça se déclenche? ben, on va dire, on essaye en tout cas de mettre en place cet accompagnement psychologique avec les équipes de soins pour qu'ils arrivent à travailler sur cette histoire parce que on n'arrive pas à cette maladie par envie. Il y a souvent, tout le temps, une très grosse souffrance qui est derrière. On arrive... moi, je dis souvent, on ferme la porte à coups de pied pour pas voir la souffrance et on met beaucoup d'alcool pour oublier cette souffrance. Et il faut ouvrir cette porte tout doucement et arriver à regarder la souffrance, mais sans alcool. Ça va vous paraître un peu peut-être déplacé ce que je vais dire, mais quand on va dans la souffrance de l'autre, il faut le ressentir, pour le comprendre. Vous qui n'êtes pas, vous êtes un professionnel de l'écoute, Oui, professionnel d'écoute. mais est-ce que derrière, il y a cette capacité à pouvoir entendre, mais sans pour autant entrer dedans et absorber cette souffrance? Ben, je ne vais pas absorber parce que sinon ça ne va pas être possible, hein, mais je vais en tout cas les accompagner, les orienter vers les professionnels et les activités qui sont faites pour ça, les groupes de parole qui ont lieu le mardi matin à Elsa, les consultations psy, tout ce qui sont mis en place pour pouvoir les aider à... Et aussi, il y en a aussi qui viennent me voir et qui ne sont pas prêts pour entamer la démarche de soins. Est-ce que vous pensez qu'aujourd'hui, au CCAS, et je poserai la question également à Jacqueline Laurette, est-ce que vous pensez que vous avez les outils et les moyens pour pouvoir aller à cette bataille, pour mener cette lutte contre l'alcoolisme? Ben, je pense que de toute façon, les outils, il nous en faudrait encore et encore, forcément. Hein. Bien sûr, il nous en faudrait encore. Mais si on continue, moi j'y crois, et je pense qu'on y arrivera. Jacqueline Laurette, la mairie de la Possession, parce que c'est à la Possession que ça s'est passé, Oui. on verra sur une des autres communes après l'action les actions qui sont menées. Est-ce que vous, à la Possession, vous pensez que c'est le rôle du conseil municipal de mettre en place des outils, des moyens pour accompagner les personnes qui veulent sortir de l'alcoolisme? Oui, je pense que le maire, il est déjà responsable de la sécurité sur son territoire. Et je pense que les actions que peuvent mener une équipe municipale peuvent favoriser la santé, le bien-être sur son territoire. Donc, pour moi, le maire et l'équipe municipale ont une responsabilité dans le bien-être de ses habitants, dans la santé de ses habitants, complètement. Et c'est vrai que, étant le seul CCAS jusqu'à il n'y a pas longtemps, puisque maintenant d'autres CCAS se sont mis aussi à accompagner les malades alcooliques, étant le seul CCAS du département à intervenir sur l'accompagnement des malades alcooliques, ça montre quand même l'intérêt qu'on peut porter à cet accompagnement, à cette lutte contre ce fléau alcool. La question se pose, et c'est vrai que, est-ce que les communes sont armées aujourd'hui pour mener ce genre d'action? J'ai posé la question à Vanessa Miranville sur les actions que la Possession mène en matière de lutte contre l'alcoolisme. Je vous propose d'écouter sa réponse. De façon très concrète, des actions déjà menées par la Possession, c'est un arrêté du maire interdisant la consommation d'alcool sur la voie publique. Donc il est en vigueur. Il fait en sorte déjà que
On ne considère pas que la voie publique, c'est un lieu pour consommer de l'alcool parce que ça ne rassure pas les dames qui marchent dans la rue, ça ne donne pas un bon exemple aux enfants qui sortent de l'école et qui voient ces personnes qui boivent. Donc voilà, ça c'est quelque chose déjà qu'on a mis en place. On a la réglementation qui nous permet également de s'assurer qu'il n'y ait pas de publicité pour l'alcool à proximité des établissements scolaires. Il en restait quelques-uns sur 2 ou 3 écoles à moins de 200 mètres et on les a fait interdire. On aimerait aller plus loin, mais pour l'instant, la réglementation ne nous permet pas. Nous, si on le pouvait, on aimerait interdire complètement la publicité pour l'alcool sur le territoire de la commune. Malheureusement, réglementairement, on n'est pas encore en mesure. Mais moi, je note, et avec vraiment beaucoup de satisfaction, la présence à nos ateliers de Madame Erika Barèche, députée. Et elle va porter la voix de ceux qui se sont réunis aujourd'hui sur cette question auprès de l'Assemblée nationale pour défendre un durcissement de la réglementation sur la publicité, sur les taxes, parce que clairement, il est anormal que la Réunion ait des taxes sur l'alcool qui soient largement plus basses que partout ailleurs en France, sur la question du prix de l'alcool, des promotions de l'alcool, on ne doit pas pouvoir faire de promotion sur l'alcool, etc. Donc voilà, on a un relais au niveau député qui va être porté par Madame Barèche et dont on est très content également. Voilà donc ce qui se peut, en tout cas la position du conseil municipal de la possession, essayer de mettre en place des mesures rigoureuses pour empêcher, et une des choses qu'a dit Vanessa Miranville, c'est qu'il n'y ait pas de personnes sur les trottoirs. Et c'est vrai que ça commence à être quelque chose qu'on voit de moins en moins dans certaines villes. On voit plus ces personnes totalement avinées, alcoolisées, étendues sur le trottoir. Et aller plus loin, interdire carrément la publicité de l'alcool sur le territoire de la possession, ce sont des démarches auxquelles vous aussi vous adhérez? Oui, on adhère, on en parle régulièrement, mais c'est vrai que là, il faut une évolution de la réglementation et de la législation. Et comme Madame le maire vient de dire, on compte vraiment sur nos députés, notamment Madame Barèche qui était là au dernier colloque, pour apporter notre parole auprès de l'Assemblée et tenter en tout cas de faire évoluer cette réglementation qui pourrait interdire la consommation d'alcool sur le territoire, tout simplement. Regardez, je vais vous poser une colle, mais ça va vous faire sourire. On le voit, c'est sur le centre-ville, sur le cœur de ville, et il y a un contexte qui fait que c'est joli à regarder et les gens sont discrets, mais quand on part dans les quartiers, quand on part ailleurs, l'image n'est plus la même. Exactement, parce que ça reste, dans les quartiers, ça reste encore dans les écarts. Les écarts. Et c'est là où le bas blesse, on va dire. Parce qu'en plus, les soins restent encore très compliqués pour les gens qui sont dans les écarts. Parce que là, pareil, les transports, c'est encore plus compliqué pour les gens. Et là, on voit encore, par contre, à l'inverse, les gens devant la boutique et tout ça. Et moi, je dirais, moi, je ne suis pas là pour faire l'avocat du diable et l'apologie de l'interdiction de l'alcool. Je dirais, au-delà c'est pas l'interdiction, c'est la prévention. Et on n'a pas besoin de faire de la publicité pour l'alcool. La consommation d'alcool n'a pas besoin de publicité. Elle est là, elle existe. On n'a pas besoin de publicité pour l'alcool. Sans publicité, l'alcool resterait l'alcool. On n'aurait pas besoin de publicité pour ça, en tout cas. Et moi, je pense que moi, je pense que le travail le plus important où on aurait à faire, ça serait vraiment de la prévention et de l'information au public. Je vais vous poser une question assez personnelle. Qu'est-ce qui explique cette colère que vous avez contre l'alcool? Qu'est-ce qui explique ma colère? En fait, je suis en colère parce que quand je vois... ça fait 20 ans que je travaille avec ce public-là. Et quand je vois la souffrance des familles, la difficulté que les gens puissent traverser, mais surtout la souffrance, la destruction des familles. Et je dis peut-être qu'on pourrait éviter certaines choses, en fait. Et on pourrait donc informer davantage les familles et peut-être pas en arriver là. Donc voilà, c'est ça ma colère, en fait.
C'est une colère, je pense, qui est tout à fait juste, mais je reviens à ça. Le problème, c'est que l'être humain est responsable. Il fait aussi ses choix. Lorsque vous rencontrez ces personnes, vous vous dites que c'est à vous de prendre des décisions pour elles. On sait très bien que pour guérir ce genre de maladie, surtout, faut d'abord que ça vienne de la personne, Tout à de la fait. victime. Tout à fait. Mais si on informait peut-être davantage et si on pouvait avoir des dispositifs d'accompagnement beaucoup plus sur le terrain, parce que là, on est quand même un peu démunis en accompagnement. Je pense que ça pourrait être davantage. Parce qu'en effet, quand on a un malade alcoolique qui a... Comment je parle de maladie, je ne parle pas de consommation, parce on n'est pas tous malades alcooliques. Il faut pas non plus... c'est pas aussi catastrophique que ça. Je parle de maladie. Et c'est ce public-là qui a besoin d'accompagnement. Et quand ils ont besoin d'accompagnement, il faut qu'il y ait quelqu'un qui puisse les accompagner. Et c'est ça. Et c'est de ce public-là que je parle. Là, on voit que le contexte aussi joue entre un cœur de ville bien aménagé et des quartiers parfois, on ne peut pas donner tout à tout le monde, c'est une chose. Et c'est vrai que le contexte aussi parfois joue sur je dirais, sur la fragilité des gens. C'est-à-dire que parfois c'est plus facile de prendre un alcool quand c'est à portée de main que de le prendre si jamais il n'est pas là et que si on l'a pas vu. Mais comment la municipalité, justement, peut travailler sur ces éléments-là? Comment faire en sorte que les outils soient plus performants, finalement? Puisque ça, c'est vous qui allez décider et c'est vous qui allez financer. Non, on va pas financer, je ne sais pas On parle encore. de CCAS, bien sûr, je parle. Le CCAS. Ouais. Je comprends pas le sens de votre question. Non, je veux dire que oui. comment vous pouvez faire en sorte que ça soit, au-delà de l'aspect de l'aspect financier, comment faire en sorte que ça soit beaucoup plus percutant, pour que ça soit beaucoup plus gagnant dans l'action que vous menez? Qu'est-ce que vous devez faire? Quelle piste de travail vous avez et quel chemin vous allez prendre? Déjà, au CCAS, on a 2 agents qui accompagnent les malades alcooliques. Et il y a un agent, monsieur Léonard Lamy, qui travaille sur le terrain. C'est-à-dire que tous les matins, il prend son bâton de pèlerin et il va dans les Hauts, Ravin-la-Malheur, Dodane, etc., rencontrer les buveurs devant les boutiques pour leur dire que le CCAS existe, qui peuvent venir se faire diagnostiquer, entre guillemets, par Madame Cadet, qu'il y a des associations qui peuvent également les accompagner. C'est-à-dire qu'on informe les gens sur les possibles. Il est bien évident, comme disait Madame Cadet tout à l'heure, que les outils doivent être développés. Et justement, on voudrait profiter de ce colloque pour mettre ensemble nos connaissances, nos compétences et notre volonté aussi d'avancer pour développer ces outils. Et encore une fois, ça c'est je veux dire, les discussions, le choix des armes que vous devez avoir. Mais on voit, je veux dire, vous êtes conscient, même si le travail que vous menez est un travail de fond, on voit que la difficulté quand même, c'est d'être sur le terrain. La difficulté, c'est d'être proche de ces gens-là les gens ne se rendent pas compte c'est quoi un alcoolique. C'est quelqu'un qui est totalement coupé d'une réalité, qui a créé son monde. Et dans ce monde-là, à chaque fois qu'il boit de l'alcool, il oublie ses problèmes, il oublie ses souffrances, même s'il meurt à petit feu. C'est pas ce qui l'inquiète. Ce qui inquiète, c'est de ne pas penser à ce qui lui fait mal dans sa tête, au traumatisme, aux problèmes psychologiques, aux problèmes financiers, à la famille. Et justement, c'est pour ça que je posais la question, est-ce qu'une commune, aujourd'hui, a les moyens d'affronter de tels problèmes? Oui, elle en aurait. Voilà, on est d'accord là-dessus et je reviens là-dessus parce que pourquoi j'ai eu l'occasion d'échanger avec David Mété, donc directeur du service d'addictologie du CHU de Belle-Pierre. Eux, apparemment, ils ont le cadre, ils ont les moyens, ça semble un peu plus facile. Mais vous, au niveau des communes, c'est quand même très courageux de votre part. Oui, et c'est pour ça qu'on souhaiterait mettre en place, développer un partenariat. Tout seul, on ne peut pas avancer. On peut avancer avec toutes les autres communes, on peut avancer avec l'ARS, on peut avancer avec
le docteur Mété et ses moyens financiers. On peut avancer avec SAF Réunion. On ne peut pas avancer tout seul. Il faut absolument qu'on se regroupe, qu'on mette en place un véritable partenariat pour avancer ensemble. Tout seul, ça va être très compliqué. Et puis, ça va être moins porteur que si tous les partenaires qui luttent contre l'alcoolisme se donnent la main et avancent. C'est notre objectif, en tout cas. Notre objectif à travers ces colloques qu'on organise à la possession. Oui, ça fait penser à cette phrase qu'avait dit Vanessa Miranville, je crois, il y a quelque temps, c'est « tout seul, on va plus vite ». Ensemble, on va plus loin. Ensemble, on va plus loin. Tout à fait. On va regarder, puisqu'on parle de l'action, effectivement, lors de cette rencontre, il y avait également des représentants du CCAS de Bras-Panon et de Saint-Louis. On va d'abord écouter le CCAS de Bras-Panon, les actions que mène Bras-Panon sur le terrain en matière de lutte contre l'alcoolisme. Alors au niveau de Bras-Panon, donc on intervient surtout au niveau scolaire, donc CM2 avec Saomé, le collège et le lycée, donc c'est des actions de prévention surtout. Ensuite on a un éducateur de rue, donc lui il travaille surtout sur les quartiers et au niveau des bailleurs sociaux. Donc là il y a un travail de fond qui est mené avec le public cible. Donc ça c'est les actions principaux qu'on met en place. Quelles sont les actions concrètes que vous avez menées jusqu'à maintenant sur le terrain? Alors, donc, on peut par exemple parler de la foire agricole où là, il y a des arrêtés qui ont été mis en place. Donc, on limite le degré d'alcool sur le champ de foire pendant cette période. On a également des arrêtés qui ont été mis en place sur une des rues principales de la ville. Donc, où là, au niveau des horaires de consommation, pareil, quoi, passer une heure, on ne peut plus consommer d'alcool sur cette rue. Qu'est-ce que vous voulez faire de plus aujourd'hui pour aller plus loin dans la lutte contre l'alcoolisme? Ce serait bien de pouvoir... après, ce sera une décision politique, bien sûr. Hein, donc, interdire complètement la consommation d'alcool sur les manifestations. Et après, continuer les actions de prévention sur la commune. Quitte à se répéter, et c'est aussi bizarre que cela puisse dire, je dis tout à l'heure à chaque fois comment on peut aller plus loin. La question, je l'ai posée à Bras-Panon, et on voit qu'il y a quelque chose quand même qui vous pose le même problème à vous qu'à Bras-Panon. C'est comment vous pouvez aller plus loin, parce que ce qui vous pose un problème, c'est le cadre réglementaire. Jusqu'où vous pouvez aller? C'était la question qu'avait dit Vanessa Miranville en début d'émission. Jusqu'où vous avez le droit d'aller avant que ça irrite ceux qui vendent de l'alcool et avant que ça irrite ceux qui en profitent aussi? Oui, c'est un vaste débat, effectivement. Mais je pense que, justement, il ne faut pas porter ce débat, cette affaire seule. J'ai envie de dire que tous les maires et tous les CCAS et tous les élus se donnent la main et on aura sûrement la force pour influer sur les choses. Peut-être pas immédiatement, il faudra sûrement du temps. C'est un objectif à moyen terme, mais il faut y aller. Si on ne fait rien, il ne se passera rien. Donc, entre le premier et le deuxième, entre la première et la deuxième rencontre, qu'est-ce qui est nouveau? Qu'est-ce qui a évolué et qu'est-ce que vous avez ramené de plus? La première rencontre, en fait, on a fait un état des lieux. Tous les partenaires présents, les partenaires médico-sociaux, ont fait un état des lieux de la situation. Et au deuxième colloque, on a travaillé en atelier et on a commencé à travailler sur des propositions d'action précises. Le but à court terme, j'ai envie de dire, c'est de mettre en place un livre de route, un référentiel avec des actions à mener, des procédures. Il faut bien commencer par quelque chose. Et nous, on aimerait bien mettre cette feuille de route, ce livre de route en place. Anis Kadé, je vous pose la même question. J'ai dit tout à l'heure, jusqu'où vous pouvez aller? Et parce que, quelque part, il y a bien un moment, il y a une limite, la réglementation est là aussi. Et qu'est-ce qui vous barre la route aujourd'hui, finalement? De toute façon, ce qui me barre la route, c'est la législation. La législation, de toute façon. À quel niveau? Il y a certaines
consommation, de toute façon, on ne va pas interdire. De toute façon, on n'est pas là pour ça. Et moi, je travaille aussi avec la volonté de la personne. Je veux dire, moi, je ne vais pas obliger. Je n'ai pas d'obligation de soins. Il n'y a pas d'obligation de soins. Si la personne, elle est volontaire, c'est que sur le volontariat de la personne. Il n'y a pas d'obligation. Donc, et c'est pour ça que l'accompagnement peut paraître... Enfin, en tout cas, c'est très long. Parce que c'est sur du long terme. La personne, elle va arriver, elle va dire « Ah, mais madame, j'ai décidé d'arrêter de boire. Là, je suis prête, c'est bon, là, j'ai compris et tout. » Et ça va pendant 1 mois ou 2, c'est très bien. Elle va venir au rendez-vous, on va aller chez le médecin, elle va suivre. Et puis, voilà, elle repart et elle recommence à ne plus suivre. Mais voilà, et c'est pour ça que c'est... Reprendre le travail à zéro. Et on recommence, et c'est pas grave, je veux dire, c'est pas grave dans le sens où ouais, je vais lui dire oui, mais quand vous serez prêt, vous revenez et je serai là. Et même si elle continue de boire, je passe, j'appelle, et c'est parce que il n'y a pas d'obligation de soins. C'est sur son adhésion personnelle. Il faut une obligation de soins ou pas? Ouais, ça ne marche pas, l'obligation de soins. Enfin, pour à mes yeux, hein. Voilà. Et c'est ça la difficulté. C'est parce que moi, je veux dire, on respecte aussi sa décision. Et moi, je dis, quand elle est prête, ça peut paraître... Il y a des gens qui font... je sais pas, moi, j'ai une personne dans ma tête, là, comme ça, j'ai une personne qui a fait 15 cures, quoi. Ça peut paraître énorme, hein. Et au bout de la 16e, ça a marché, quoi. Enfin, voilà, ça... C'est parce qu'on parle du déclic, et le déclic, c'est quoi ça? C'est à chacun sa manière de fonctionner. Donc, il faut que nous, on soit là pour qu'elle soit prête. Il faut qu'on a... Enfin, voilà. Et sur ce public que vous avez, oui. Qu'est-ce qu'il y a de plus, d'hommes ou de femmes? Il y a plus d'hommes. Il y a plus d'hommes? Oui, il y a plus d'hommes. Les femmes, c'est encore plus compliqué. C'est-à-dire? Les femmes... La difficulté chez le public femme, c'est plus tabou. On en parle plus difficilement chez les femmes. Parce que la société juge encore plus les femmes. Parce qu'une femme qui boit, c'est pas joli. Parce que c'est une Un homme qui boit n'est pas joli. Aussi, mais on le dit plus facilement pour une femme. Parce qu'une femme, qui boit, c'est pas une bonne maman. C'est pas une bonne épouse. Et voilà. Et ce qu'on voit aussi, je crois que c'est un élément qu'il faut prendre en compte, c'est qu'une femme alcoolique cache son alcoolisme le plus souvent. La peur du retrait des enfants. Énormément. Ça joue énormément. Donc cette peur qui plane, parce que si je suis une mauvaise maman, on va me retirer mes enfants. Et ça, c'est énorme. Et les cas que vous rencontrez généralement, oui. Vous devez aussi jouer ce jeu-là, c'est-à-dire les aider à cacher pour pouvoir les accompagner. Non. Non. Si je les accompagne, de toute façon, elles ne peuvent pas cacher parce que moi, en fait... Non, cacher aux autres, pas non, à vous. Non plus, parce que la difficulté, c'est que moi, forcément, je suis associée de manière, on va dire maintenant tellement, à mon étiquette que quand je viens voir quelqu'un, du coup, c'est un petit peu compliqué de... voilà. Non, mais moi, j'essaie justement de dire aux gens la manière la plus simple. Il faut être honnête avec soi-même déjà. C'est pas la peine de se mentir, parce que c'est la manière la plus simple pour... en tout cas, c'est plus facile de s'en sortir si on ne se ment pas à soi-même. Parce que de me mentir à moi, c'est pas grave. Mais à soi-même, il faut être honnête. Et c'est comme ça qu'on y arrive. C'est plus simple en tout cas. Oui, mais si je reviens sur ce qui vient d'être dit, d'une part, on voit pour la femme, on voit la difficulté qu'il y a d'une part à l'accompagner parce que souvent c'est parce qu'elle ne veut pas le montrer pour pas qu'il y ait un jugement ou qu'il y ait des conséquences au niveau de la garde de ses enfants, mais il y a une réalité que vous ne pouvez pas, que vous devez malheureusement composer avec, c'est que une femme, quand dans une famille, quand c'est elle qui est alcoolique, vous avez aussi à prendre en compte le mari, les enfants. Oui, mais de toute façon, si je suis là, ça veut dire que déjà, il y a une reconnaissance de la maladie. Oui. Voilà. Donc,
je vais forcément travailler avec Le conjoint est là, est un bon partenaire finalement. S'il est là. S'il est là, oui. Ouais. S'il est là. S'il est là. Il Et- peut ne pas être là. Et avec ces 20 ans d'expérience sur le terrain aujourd'hui, comment vous pensez qu'il faut avancer en matière d'outils et de moyens pour que ça soit plus, je dirais, plus pratique, plus efficace, voire plus efficient? Moi, je dirais il manque de structure. Parce que c'est vrai on n'est pas beaucoup parce que on n'a pas beaucoup de possibilités d'accueil où il y aurait des activités. Parce que c'est ça qui manque en fait. C'est des activités qui permettraient à ces personnes qui, pendant la journée, de penser à autre chose que l'alcool en fait. Et il y a les soins, en effet, hein, il y a les soins. Il y a beaucoup de dispositifs de soins, ça, il n'y a pas de problème. Mais des activités qui permettraient de faire autre chose, de prendre en charge ces journées très longues. Ce serait vraiment l'accompagnement dans ce cas-là. Moi, je pense que ça ferait partie d'un accompagnement qui serait un peu plus adéquat. Est-ce que, Jacqueline Laurette, est-ce que dans la démarche que vous avez depuis quelque temps maintenant, de trouver des outils, d'autres outils, est-ce que créer des structures, on le voit parce que tout le monde a besoin de structures, quel que soit le public, tout le monde réclame une structure. Là, c'est pour lutter contre une addiction. Est-ce qu'aujourd'hui, ça peut faire partie d'une politique globale finalement, intégrer ces personnes-là dans un public, je dirais, ordinaire? Tout à fait. D'ailleurs, dans notre feuille de route à la possession, on a écrit noir sur blanc refaire vivre Tchaoularak. Exactement. Bon, on est là que depuis 2014. Il y a tellement de choses à faire que, voilà, on n'a pas encore, voilà, malheureusement, mis en place et de rendre réel ce projet-là. Mais le projet, il est toujours dans les tiroirs et on espère pouvoir recréer une forme de Tchaoularak et proposer des activités comme pouvait le faire Tchaoularak à l'époque. C'est ça. Et on n'en a pas beaucoup parlé. À l'époque, c'est quelque chose qui revenait de temps en temps. Il y a eu Sam, il y a eu Noah, je crois aussi. Est-ce que Tchaoularak a apporté des résultats probants? Tout à fait. Oui, j'y étais. C'est-à-dire? Moi, j'étais salariée de Tchaoularak quand on a été liquidé, donc j'ai intégré le CCS. Et oui, en effet, parce que c'était un lieu de vie qui permettait à ces personnes de venir le matin, d'avoir un lieu de vie en fait. Et ça, c'est pour ça que j'en parlais. Je parlais de ces activités, de ce lieu de vie, parce que ça permet aux gens d'avoir un lieu de vie et d'avoir cette solidarité entre elles qui une consultation médicale ne le permet pas en fait. Et puis pour vous, en tant que monitrice de terrain, en tant qu'actrice de terrain, il est évident, et pour ceux qui connaissent un peu l'alcoolisme, il est clair, surtout pour les alcoolismes chroniques, que le matin, c'est la première étape et souvent c'est la plus difficile. Parce que le corps tremble, vibre, et que la personne réclame quelque chose. Le corps réclame de l'alcool, bien sûr, et qu'il faut avoir une compensation à côté. Et souvent, c'est l'encadrement qui joue. Exactement. Et donc d'avoir ces habitudes changées, parce qu'en effet, quand on propose une cure à une personne, mais après la cure, on lui propose quoi? Si on lui propose de repartir chez lui... Et on en revient à la question que j'avais posée tout à l'heure, c'est-à-dire un environnement qui soit différent, le sortir de son environnement qui est néfaste ou nocif pour lui, le placer dans un environnement positif qui lui propose un autre chemin, c'est l'accompagnement. Exactement. Oui, et puis j'ai envie de rajouter aussi, parce qu'on n'a pas parlé du côté culturel de l'alcool malheureusement à La Réunion. On va y venir. Je vais juste avant. On va regarder, on a parlé de la possession, on a parlé de Bras-Panon, on a parlé de Saint-Louis. Saint-Louis qui a aussi des actions. On a posé la question à Audrey Renaud et voilà ce qu'elle nous dit. Alors cette année au CCAS de Saint-Louis a été mis en place un projet en lien avec l'addictologie
pour des hommes saint-louisiens, donc ils vont avoir un accompagnement sur une année. Et il y a également un projet sur la nutrition et la santé au niveau du diabète qui est lancé pour cette année. Est-ce que un centre communal d'action sociale a les moyens de travailler, de participer à la lutte contre l'alcoolisme? Oui, bien sûr, je pense que le CCAS a les moyens de le faire et doit le faire. Le CCAS a vraiment la volonté de pouvoir intégrer le champ de la santé et met ça comme priorité. Quels sont les atouts que vous avez pour justement bien travailler avec la population? Je pense que les atouts que j'ai, ça va être le travail de proximité avec les usagers, la transversalité avec les partenaires et d'essayer de décloisonner tous ces partenaires pour pouvoir travailler tous ensemble. Et aujourd'hui, est-ce que vous pensez que vous avez les armes et les outils pour y aller? Bien sûr, je pense avoir les outils et les armes. Maintenant, il faut se mettre en action et y aller. Alors, comme je disais tout à l'heure, on voit que les communes s'y intéressent, que les communes essayent de trouver des solutions. Encore une fois, on va cette fois-ci dire les choses dans le sens des communes. La DGF ne cesse de baisser, donc la dotation globale de fonctionnement que l'État attribue aux mairies ne cesse de baisser. Il y a moins d'argent, il y a de plus en plus de gens malades, il y a de plus en plus de besoins. On voit que les budgets du CCAS augmentent parce que ça veut dire que la misère augmente aussi sur les territoires de communes. Et si on veut boucler la boucle, on dirait que cette misère occasionne aussi l'alcoolisme, ça amène aussi de l'alcoolisme. Pour revenir à ça, l'articulation et de nouveau l'arbitrage, l'articulation d'un budget, comment faire en sorte, Jacqueline Lorette, pour que on arrive à trouver et qu'on arrive à satisfaire un petit peu toutes les demandes? C'est vrai que l'argent est le nerf de la guerre, hein, donc au CCAS, on a des dépenses obligatoires, hein, telles que Il y a le fonctionnement déjà le fonctionnement, pour les services. hein, voilà, pour les services. Hein. Et puis après, on a un budget pour tout ce qui est aide facultative. Mais comme vous disiez vous-même, hein, les aides ne sont pas extensibles et les personnes sont de plus en plus en difficulté. Hein. Et voilà, donc c'est compliqué de gérer un budget et tout en restant au plus près des besoins de la population. C'est très compliqué. On a des urgences, on a des choix à faire. Et là-dessus, puisque Manise, qui est l'éditeur qui a été de Tcharolarac, la question c'est est-ce qu'aujourd'hui, la réglementation telle qu'elle est, si elle était appliquée dans sa globalité, est-ce que ça ferait vraiment avancer la lutte contre l'alcoolisme? Ça ferait sûrement avancer, je ne sais pas. Mais en tout cas... Interdire, par exemple... il y a une interdiction, c'est... Normalement, on n'a pas de vendre, on n'a pas le droit de vendre de l'alcool dans les stations-service, je crois. Oui. Ça se fait quand même. Et on voit mal comment changer ça. La loi existe, mais l'application n'existe pas. Voilà, c'est ça. La loi de vendre de l'alcool aux mineurs aussi, ça existe. L'application se fait moins. Donc voilà. Donc il faudrait peut-être réfléchir à comment déjà faire appliquer les lois. J'allais dire, les propriétaires de snack bars, les propriétaires de débits d'alcool doivent toujours demander la carte d'identité à celui qui paraît vraiment pubère. Déjà, quand on voit un gamin de 5 ans sortir avec un sachet avec 3-4 bières, je pense que là, on n'a même pas la question à se poser. Un gamin de 5 ans ? Voilà, donc il faudrait peut-être que là, que qu'on applique la loi déjà, peut-être il y aurait... je ne sais pas si ça changerait énormément à la problématique alcool, mais déjà, si on ferait appliquer la loi, déjà, ça serait bien. Ça serait déjà important. Et puis il y a d'autres choses aussi, comme le droit de ne pas boire de l'alcool dans les commerces, comme le droit de ne boire que chez soi. Et on voit quand même qu'il y a un certain laisser-aller. Oui, c'est vrai que c'est essentiel. Il faut déjà commencer par faire appliquer la réglementation. Comme Madame Miranville vous a dit tout à l'heure, c'est vrai qu'à la possession, on a déjà pris plusieurs arrêtés pour tout simplement faire appliquer la réglementation. Et je crois que là, il faut qu'on se retrousse les manches et qu'on fait déjà appliquer la réglementation et après, on verra au niveau de la législation à faire évoluer la loi. Déjà, dans un premier temps, faire appliquer la réglementation, c'est essentiel. Et en termes de réglementation, il y a une chose qu'on voit,
c'est un vrai laisser-aller sur le territoire national, c'est les débits de boissons à proximité d'établissements scolaires. Ça, c'est quelque chose quand même qui reste surprenant. C'est surprenant. À la possession, on a fait fermer un débit de boisson qui était à côté d'un collège. On a verbalisé un autre débit de boisson qui avait une immense publicité pour un alcool fort à moins de 200 mètres d'une école. Je crois qu'il faut vraiment commencer par là, c'est-à-dire faire appliquer les lois. Voilà, si les lois qui existent ne sont pas, les règlements qui existent ne sont pas appliqués, on ne peut pas aller plus loin. C'est un minima pour l'instant, en tout cas. D'une part, il y a ça, mais il y a aussi la production de boissons. On le voit, il y a de plus en plus d'alcool de moins en moins forte pour amener l'enfant à consommer de plus en plus tôt. C'est ça. On le voit avec ces bouteilles. C'est prémix. Pardon ? Les prémix. Oui, ce qu'on appelle les prémix, effectivement. Et on le voit. Et contre ça, on ne peut pas lutter, finalement. C'est ça. C'est pour ça que je dis, c'est pas une question d'interdire. Il faudrait qu'on revoie notre mode de pour entraîner ces jeunes vers ce mode de consommation. Et du coup, les bouteilles d'alcool, elles sont de plus en plus entre guillemets, je veux dire, jolies, notamment pour les jeunes filles qui consomment de plus en plus jeunes et qui n'ont pas l'impression de consommer de l'alcool. Et alors, ça, justement, c'est un danger. j'ouvre une parenthèse là-dessus parce que ça aussi, c'est un problème, c'est que les gens, cette génération-là, quand elle consomme, c'est pas pour boire de l'alcool, c'est pour être fun. Exactement, pour faire partie du groupe. Ouais. Alors, l'appartenance à une tribu, entre guillemets. Exactement. Pour faire comme les autres, pour faire partie du groupe, parce que si on ne boit pas, on se fait traiter de tous les noms d'oiseaux. On exclut. On est exclu. Donc forcément, on consomme. Et puis souvent c'est très sucré. Donc pour masquer le goût de l'alcool. Oui. Donc forcément, on en consomme beaucoup. Puis après, il y a toutes ces modes de consommation très à la mode chez les jeunes. Hein. Donc ça aussi, c'est pour ça que je dis il faut faire de la prévention, de l'information, parce que c'est très important que les jeunes sachent qu'en partant une soirée, le risque qu'ils prennent en consommant de cette manière-là, le risque qu'ils prennent. Il faut, parce qu'interdire de toute façon, quand on interdit, c'est pas bon. C'est pas la bonne solution. On suscite en fait la curiosité. Voilà. Donc, mais informer. Moi, je pense qu'il faut davantage informer les jeunes de ce mode de consommation, les jeunes filles, les dangers qu'elles prennent quand elles sont sous l'emprise de l'alcool. Parce que c'est ça aussi. On va écouter d'abord Erika Barège, qui est députée. On lui a posé la question, on voulait voir un petit peu quel va être son positionnement dans cette démarche, puisqu'elle a été présente à sa deuxième rencontre, donc à la possession vendredi. On écoute Erika Barège. La réflexion que je mène en parallèle, c'est de dire, est-ce qu'on peut changer la réglementation, la loi par exemple, pour que les publicités qui se font, vous voyez, les publicités dans les villes, bien souvent, il y a des 4x3 partout avec de l'alcool. On a l'impression qu'acheter de l'alcool, c'est comme acheter 1 kilo de tomates, sauf qu'il y en a un qui est nocif et l'autre pas. Et donc, changer par exemple la règle, la modifier, voir comment on peut la rendre plus dure, puisque la loi E20 était déjà intervenue sur la publicité, donc ça, la réglementation sur la publicité, la réglementation aussi sur la distribution de l'alcool, sur les logos qui sont sur les bouteilles. Vous savez qu'il y a eu le combat de Madame Payette sur le petit logo sur les bouteilles, mais c'est tellement minuscule que personne ne voit. Donc la bataille supplémentaire, c'est de voir si on ne peut pas grossir ou le changer, ce logo qui dit aux femmes, si vous buvez une goutte d'alcool, un verre d'alcool, quand vous êtes enceinte, ce verre d'alcool peut passer dans le sang de votre enfant et vraiment le rendre handicapé et qu'il ait des conséquences néfastes pour sa santé. Voilà, on peut sur beaucoup de sujets intervenir, mais en même temps, il faut que les
les ateliers qui sont lancés ici, avec les associations, avec tout le monde, qu'on sorte un plan qui tienne la route, un plan qui soit faisable aussi. C'est ce qu'on disait avec Madame Miranville, il faut que ce soit faisable. On ne peut pas faire des choses qui ne soient pas réalisables. Et puis l'idée aussi, c'est pas de brutaliser les gens. Hein. Vous savez, vous pouvez interdire des choses, mais la loi n'est pas appliquée si votre interdiction elle n'est pas sensée. Il faut faire des choses un peu sensées. Et peut-être aller pas à pas et pas être brutal à chaque fois quand on prend une décision. En tout cas, au moins, elle est d'accord avec vous ou vous êtes d'accord avec elle? Oui, tout à fait. On a le même objectif. Qu'est-ce qui vous, je veux dire, quelque part, vous rassure un peu dans ce qu'elle a dit? Ça me rassure parce que c'est pas l'interdiction. Parce qu'interdire, c'est pas l'objectif d'interdire. Parce que interdire, ça serait pas. De toute façon, on va interdire et ça sera pas ça va pas nous apporter quoi que ce soit. Donc c'est pas ça l'objectif. Oui. C'est vrai. Donc faire respecter les lois qui sont déjà en vigueur, ça serait déjà bien si on arrive. Et après faire de la prévention et voir comment on peut travailler sur les publicités et tout ça. Ça on pourrait le faire. Je pense que ça serait intéressant. Tout à l'heure, on va écouter un psychologue, Jean-François Guignard, qui était également là. Je veux vous poser la question, puisqu'on parle de prévention, c'est vraiment l'élément sur lequel il faut travailler, la prévention. Je pense que oui. Parce que finalement, l'accompagnement, même s'il manque d'outils et de moyens, on a quand même les CCAS qui s'y mettent. Il y a quand même pas mal d'associations, Réseau TEANPA, etc., qui œuvrent à accompagner les malades alcooliques. Par contre, au niveau de la prévention, il y a un manque, c'est clair. C'est clair qu'il y a un manque à ce niveau-là. Donc, pour moi, ça serait urgent de mettre en place des actions de prévention. Alors, justement, il nous reste 8 minutes. On va donc écouter Jean-François Guignard. Il est directeur de trois centres, mais aussi psychologue. On écoute le docteur Jean-François Guignard sur la prévention. Quand on parle d'addictologie pour l'alcool, ça commence à quel âge? Malheureusement, de plus en plus jeune, et la précocité de la consommation est un facteur aggravant. Nous, on a des patients, des fois, qui commencent à 11 ans. Voilà. Alors, comment faire de la prévention et à partir de quel âge et dans les écoles, les collèges ou lycées? Alors, c'est pas le même type de prévention. Dans les écoles, c'est de la prévention primaire. Donc, le but, c'est qu'ils n'aient pas envie d'y toucher ou de consommer. Donc ça commence moi je dirais même CE2, CM1, CM2, maximum 6e. Après, il faut passer à la prévention secondaire dans les collèges et les lycées et éventuellement à ce qu'on appelle de l'intervention précoce pour ceux qui commencent à toucher et éventuellement même des consultations jeunes consommateurs pour évaluer et orienter l'addiction chez un jeune et l'envoyer dans le XAPA, le fameux centre de soins, centre de soins d'accompagnement et de prévention à l'addictologie, qui sont des centres anonymes, gratuits, pas besoin de payer du tout, le monde n'y connaît pas, il n'est pas obligé de donner son nom, il peut donner son petit nom gâté s'il y veut, nous on a des dossiers, Batman, tout ça, c'est pas un problème, tu vois, TikTok, tout ça, c'est pas un problème. Donc s'il en a un petit problème d'addiction, viens à Zot, il ne jugera pas où, nous un bon petit café pour boire ensemble, casse la blague un petit peu avant de faire de l'entretien. Et il ne faut pas vous les gêner. L'addiction concerne tout le monde, le noir, le blanc, le oreilles, le créole, le riche, le pauvre. Il ne faut pas hésiter à venir dans les XAPA, même aussi à l'hôpital pour les cures, ou dans les équipes de liaison de soins en addictologie aussi. Tout ça là, il ne faut pas hésiter à venir faire un petit carré et fais Daou. Reste pas tout seul avec ça. Alors, voilà, je voulais terminer sur la prévention. Pourquoi? Parce que c'était de montrer que ça intéresse vraiment tout le monde et que nul n'est à l'abri de ce genre de choses, surtout lorsqu'on a des enfants. Et là, il a dit que ça commence à 11 ans. 11 ans, c'est encore en dessous de la vérité, je pense. Il y en a qui commencent bien plus tôt. Oui, tout à fait. Et c'est vrai que M. Guignard, il parlait de prévention, mais il a surtout parlé d'accompagnement, finalement. Et c'est vrai que cette prévention doit être commencée très, très tôt.
Je sais que nous, à la Possession, on a mis en place dans les écoles maternelles, grande section et élémentaire, des ateliers philosophiques. L'objectif, c'est que les enfants puissent déjà se respecter, respecter les autres, mieux se connaître et être moins influençables. Je pense que c'est important. L'éducation est importante. L'éducation que donne la famille, que donnent les parents, que donnent les enseignants est importante dans la lutte contre l'alcoolisme. Il faut faire des enfants, il faut faire des adultes responsables en commençant à travailler avec les enfants. Et par rapport à ce qu'a dit Jean-François Guignard, Agnès Cadet, la prévention, j'ai dit, lui il a dit 11 ans, j'ai vu qu'il a essayé de ne pas aller trop loin dans les chiffres. Parfois on voit des choses qui sont surprenantes, je suppose. Tout à fait. Oui, des fois on voit des enfants avant même 9-10 ans qui ont déjà leur première cuite. Ouais, leur première, et qui sont même et qui, moi j'ai déjà, parce que des fois je fais de la prévention aussi avec les jeunes de la Possession, et qui me disent mais madame, chez vous il doit être triste s'il n'y a pas d'alcool. Ah ouais, d'accord. Parce que la notion de fête est toujours associée à la consommation d'alcool. En fait, la notion de fête est associée à cette sensation que produit l'alcool. C'est-à-dire se désinhiber Exactement. par rapport à ce qu'on est d'habitude. C'est ça. Et on n'a pas abordé cette question-là, on l'abordera sans doute à un moment ou à un autre. Il y a tout ce qui est vouloir grandir vite, découvrir le sexe, découvrir les autres déviances. Ça fait partie, je dirais un petit peu, de cette notion de fête. On va faire la teuf. La teuf. Et c'est pour ça que nous, sur la Possession, on est en train d'essayer cette année de mettre en place des actions, de dire que c'est possible de faire la fête sans alcool, de faire des actions. Ça veut dire que quelque part, il faut reconnaître une chose, c'est qu'il y a des générations qui arrivent qui ne savent pas s'amuser sans avoir pris un peu d'alcool. Quand moi, je suis avec un groupe de jeunes et je leur dis, en plaisantant, si je vous invite demain soir à une fête et il n'y a pas d'alcool, là, nous vient pas, nous. Mais c'est ça la réponse. Nous vient pas, nous, madame, elle est triste sans alcool. Voilà, et c'est ça la réponse, malheureusement. Après, il y a notre débat. J'ouvre le débat, c'est est-ce que c'est zéro alcool ou est-ce que c'est l'excès d'alcool? C'est ça. Il y a les deux écoles. C'est ça. Il y a deux écoles, mais il y a surtout le fait que où est-ce qu'on met la limite? Est-ce que c'est au premier verre? Dans tout ce qui est sécurité routière, on n'a pas arrêté de réduire la consommation d'alcool. Il y avait 3 verres avec le 0,80, on est passé à 0,5 à 2 verres. On veut aller à une tolérance 0, donc supprimer toute mais moi, je dirais chez les jeunes de 9 ans, c'est 0 alcool. Non, c'est clair. À 9 ans, on ne discute pas. Là. Non, je parle de sécurité routière. Les jeunes ne conduisent qu'après 18 ans. On ne va pas non plus être extrême dans ce qu'on veut chercher. En tout cas, merci. On arrive à la fin de cette émission. On aura l'occasion d'y revenir. En tout cas, j'espère vous revoir sur ce plateau pour voir un petit peu comment avancent les actions communales, municipales dans la lutte contre l'alcoolisme. On aura l'occasion d'en parler avec d'autres communes. On verra un petit peu. On suivra en tout cas ce dossier pour voir un petit peu comment la commune de la Possession a enclenché cette démarche pour que la commune puisse elle aussi lutter contre l'alcoolisme. Merci Jacqueline Lorette, donc élue au CCAS à la mairie de la Possession. Merci donc Agnès Cadet, actrice, monitrice donc au CCAS de la Possession. Merci. Ça a été en tout cas un plaisir d'échanger avec vous. On aura l'occasion d'y revenir. Quant à nous, on va juste se quitter. En tout cas, je remercie d'abord la technique, François et Laléna, donc de nous avoir accompagnés sur cette émission. Je vous souhaite un bon début de soirée sur Télé Créole. Je vous dis à demain.